Bonjour. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, je voudrais remercier la Fondation d'avoir pris le risque d'inviter sans doute la seule personne dans cette salle totalement incompétent en matière d'adolescence, sauf que je suis grand-père de 7 petits-enfants et que j'ai eu la chance d'avoir une fille, Sylvie Berthos, qui est, elle, une spécialiste de l'adolescence, chercheuse à l'INSERM, et qui aurait pu vous parler sûrement avec plus de compétences que je ne vais le faire sur ce sujet. Les organisateurs m'ont demandé de discuter autour du concept de vicariance. Et je vais donc, avec un certain nombre de diapositives trop compliquées, parce que c'est le défaut des physiologistes, parce que le cerveau est compliqué, vous parler de la notion de vicariance. Mais je voudrais l'introduire. En effet, au cours de l'évolution, pour faire face à un monde complexe et à la complexité du cerveau, les organismes vivants ont mis au point des solutions pour aller vite et être performants. Ces solutions sont des principes simplificateurs qui ne sont pas simples. Je les ai appelés simplex, d'ailleurs le mot, je ne l'ai pas inventé. Ils supposent des détours, l'attention, l'anticipation, la redondance, l'inhibition, etc. J'ai fait un bouquin là-dessus, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais parmi ces grands principes, il y a aussi un principe de diversité. Ce principe de diversité, il a été nommé la vicariance. La vicariance, c'est un mot qui n'est pas très joli, m'avait dit Odile Jacob, quand j'ai donné ça comme titre de mon bouquin. Il m'a dit, les gens vont... La simplexité, ça passe encore, mais vicariance, pas très joli, on ne vendra pas le bouquin. Toutefois, c'est un concept qui a été utilisé, qui est fondamental en paléontologie. La grenouille sud-américaine et la grenouille africaine n'a pas le même phénotype à cause de la dérive des continents. C'est un concept qui a été utilisé en psychologie. En effet, il y avait en France une très grande école de psychologie différentielle, Reclin. D'après Reclin, la vicariance entre processus, chaque individu disposerait de plusieurs processus vicariants pour remplir une fonction donnée et s'adapter à la situation dans laquelle il se trouve. Certains de ces processus seraient chez un individu donné plus facilement évocables que d'autres. La hiérarchie d'évocabilité, je cite Reclin, serait en général différente d'un individu à un autre pour des raisons pouvant tenir à la constitution génétique, à l'expérience antérieure, à l'interaction entre ces deux catégories de facteurs et à tout ce qui vient d'être évoqué par mes deux éminents collègues qui ont au fond beaucoup parlé de la diversité. Cette école de psychologie différentielle a disparu. Moi, dans mon métier de psychologie expérimentale, de neurosciences cognitives, pendant 40 ans, le modèle principal de toutes nos publications a été le sujet moyen. Et si mes deux bouquins, la vicariance et la simplexité, intéressent actuellement une dizaine d'universités en Italie qui veulent refonder complètement la pédagogie, la didactique, je n'ai pas compris très bien pourquoi à l'origine, c'est parce que justement, on m'a expliqué que dans ce pays, l'enseignement est normé, chaque discipline a ses théories, et au fond, m'ont dit mes collègues en Italie avec qui je travaille depuis maintenant 5 ans, la seule chose qu'on a oubliée, c'est l'étudiant. C'est ce qu'a essayé de faire Charpak avec la main à la pâte, c'est ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, il y a un renouveau des publications qui tiennent compte du fait que chacun d'entre nous peut faire une même tâche avec des processus complètement différents. Moi, j'étais nul en mathématiques. Et lorsque en taupe, on devait faire l'intersection entre un hyperboloïde et un paraboloïde, c'est une conique, tous mes amis faisaient ça avec de l'algèbre. Moi, j'étais nul en maths, mais je faisais ça en 3 minutes, 5 minutes, avec les points cycliques, c'est-à-dire des points imaginaires, qui est une méthode qui est absolument enseignée nulle part. Et quand j'en avais parlé à la Garandrie, à l'époque, vous connaissez tous sûrement, il m'avait dit, bah oui, c'est étonnant, c'est pas étonnant, nous avons d'autres façons de résoudre le problème, et nous savons aujourd'hui d'ailleurs que je n'aurai pas le temps de vous en parler beaucoup, que le cerveau travaille dans des géométries non euclidiennes et qu'il est effectivement possible de résoudre le même problème avec des stratégies cognitives complètement différentes. Voilà un petit peu le sujet. Alors c'est ce qu'on appelle la vicariance fonctionnelle. La pédagogie vicariante, Bandura, n'est-ce pas, vous connaissez tous.
la vicariance sensorielle, on peut substituer la peau à la vision. Et puis, von Uexküll, dont vous connaissez tous le travail, l'ethno-anthropologue, avait parlé de la vicariance d'usage. Un même objet peut servir à divers usages, c'est aussi la théorie de Vygotsky, le psychologue russe. Par exemple, la tige de la fleur se métamorphose dans les 4 milieux de la jeune fille, de la fourmi, de la larve, de la cigale et de la vache. Elle est pour chacune porteuse de signification car elles utilisent respectivement la tige de la fleur comme une parure pour la jeune fille, un chemin pour la fourmi, un matériau de construction ou une nourriture pour la vache. Par conséquent, cette notion de vicariance, elle est une notion qui a été universellement reconnue dans un très grand nombre de disciplines pour expliciter ce qui est un des fondements même du vivant, c'est-à-dire la diversité. Et vous savez que c'est un très grand débat, puisque en linguistique, il y a le grand débat entre Chomsky sur l'université des langues et mon ami et collègue Claude Chomsky sur l'universalité, grammaire générative, et Agege sur la diversité des langues. Et c'est dans tous les domaines, y compris la rhétorique, qu'il y a actuellement un enjeu majeur pour refonder en quelque sorte une méthodologie, un point sur ces questions. Voilà un petit peu l'idée. Alors les défis, c'est que s'il y a eu tant d'usage du concept, c'est qu'il reflète une propriété fondamentale du cerveau humain et du vivant, et de sa flexibilité et de sa plasticité. Il faut donc en comprendre les bases neurales, comment refonder une théorie de la vicariance basée sur le fonctionnement cérébral et les propriétés du vivant. En particulier, quelle est l'ontogénèse de la vicariance et son importance chez l'adolescent. Alors encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de psychologie de l'enfant, mais je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, là dans les 50 minutes qui me restent, un certain nombre d'exemples de travaux que nous faisons et qui ont quelque chose à voir avec cette question. Et puis, ça sera à vous de dire si ça vous intéresse. Alors moi, j'ai un très très bel exemple qui n'est pas de mon laboratoire sur cette vicariance fonctionnelle qui est un travail de l'équipe de Olivier Houdet, psychologue de l'enfant et de l'adolescent et de l'adulte d'ailleurs, à Paris 5. Olivier Houdet et son équipe, le labo est dirigé par Greg Warbors maintenant, ont donné à un sujet une tâche logique mais perceptive. C'est-à-dire, il y a des tas de formes visuelles, de couleurs qui sont sur un écran, et puis le sujet doit faire une tâche logique. On n'a pas le temps d'aller dans le détail de toutes les manips que je vais vous montrer, mais je vous dis, disons, l'essentiel de l'image. Alors au début, le sujet fait des erreurs, et quand on regarde l'IRM de son cerveau, c'est un magnifique papier, on s'aperçoit qu'il utilise la partie postérieure du cerveau, ici, le pariétal, c'est-à-dire qu'il fait la tâche avec des stratégies perceptive. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que tout ça bascule, et vous voyez, il n'y a plus rien dans le pariétal, sauf évidemment la vision, et puis apparaissent des activités dans le préfrontal ici, c'est-à-dire toutes les structures qui sont impliquées dans le raisonnement logique. Un basculement, une vicariance fonctionnelle avec inhibition, c'est la théorie principale de toute l'équipe 2D, des stratégies, ils appellent ça des heuristiques, premières, comme l'enfant le fait tout à fait au début pour acquérir des stratégies plus importantes. D'ailleurs, ils l'ont vérifié sur l'enfant. Et le remplacement, en quelque sorte, de ces stratégies perceptives par des stratégies logiques accompagnant, en quelque sorte, la perception. Très joli travail qui illustre ce dont je voudrais parler sur cette notion de vicariance fonctionnelle. Alors, j'ai choisi, parce que c'est aussi mon travail et mon intérêt, et que les expérimentalistes comme nous, on est obligé de prendre un tout petit morceau de l'immense complexité qui vous a été décrite dans les exposés précédents. Un cas particulier de vicariance, qui en même temps est un sujet qui m'amène depuis un certain nombre d'années maintenant de travailler avec des psychiatres et des pédopsychiatres, beaucoup, d'abord en Italie et maintenant, heureusement, en France. Un grand nombre de déficits apparemment perceptifs ou sociaux sont dus en partie à des déficits, et c'est ça l'idée que je voudrais véhiculer dans cette série de diapos et de sujets un peu kaléidoscopiques, sont dus à la manipulation des référentiels spatiaux et des changements de point de vue. Le point de vue, c'est aussi le point de vue logique, mais vous voyez, il y a un aspect spatial. Donc je vais essayer de vous entraîner dans une espèce de relation entre le raisonnement, l'accès au réel
et cette idée que ça implique la notion de référentiel spatial. Voilà un petit peu le défi. Et comme je ne suis pas médecin, mais j'ai eu l'arrogance ou l'ambition de proposer à mes amis médecins, neurologues, psychiatres avec qui je travaille depuis très longtemps, l'idée que cette difficulté de manipuler les référentiels spatiaux est aussi un trait transnosographique. L'anxiété spatiale, les troubles visuospatiaux, les déficits de l'attention, l'autisme, la schizophrénie, et vous verrez si j'arrive au bout de mon exposé, sans vous lasser, l'anorexie mentale. Mais la question est beaucoup plus générale que ça, et c'est pour vous dire mes sujets d'intérêt, et le fait qu'il s'agit vraiment de grands sujets sociétaux, même s'il s'agit de mécanismes de base du cerveau. Je m'intéresse aussi à la question qui est une question bien sûr d'actualité, mais qu'on voit en filigrane dans tout ça. C'est la question qui est le fait qu'au cours de l'histoire, on a utilisé des enfants pour endoctriner, enfermer leur cerveau dans des schémas mentaux rigides qui engendrent l'intolérance, la haine, le fanatisme ou ce qu'on peut appeler la dépendance cognitive. Et vous le verrez pourquoi j'insiste là-dessus. En général, on endoctrine les enfants entre 7, 8 et 14, 15 ans. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas depuis toujours dans l'histoire de l'homme. C'est-à-dire à l'adolescence, ou à la préadolescence en tout cas. C'est le cas de l'enfant de la guerre, l'enfant victime à l'enfant bourreau, par exemple la Sierra Leone. C'était des enfants de 14-15 ans qui allaient couper les bras et les mains des paysans. L'enfant endoctriné, l'apprentissage du fanatisme religieux, les jeunesses hitlériennes, Pol Pot, les seigles, l'Ouganda, les enfants soldats de l'Ouganda. Il y a un très beau film qui a été fait là-dessus, sur ces enfants qui étaient des adolescents. L'enfant cybernétique, vous allez en entendre parler. Je vais mentionner la question aussi du virtuel, mais je n'en parlerai pas puisque ça sera discuté tout à l'heure. Et autrement dit, lié à cette question de la vicariance, c'est-à-dire de la capacité d'employer divers moyens pour appréhender le monde, pour comprendre le monde. À mon avis, pour moi, apprendre, ce n'est pas le plus important, c'est comprendre qui est le plus important. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre un petit peu, modestement, pas à pas, comme on le fait dans la science, un peu ces mécanismes? Voilà le défi. Et évidemment, nous n'avons pas de réponse à toutes ces questions. Alors, juste quelques diapos, évidemment, pour vous rappeler la démarche. Évidemment, nous savons que dans l'ontogenèse de l'enfant, il y a une progression dans cette capacité d'élaborer la capacité de changer de point de vue, de changer de stratégie cognitive, de changer de façon d'appréhender le monde, de prendre le monde, de le comprendre, avec une évolution, bien sûr, une littérature considérable sur la capacité d'interagir avec autrui qui grandit au cours de l'ontogenèse. Ça, vous savez tous ça parfaitement. Le fait, moi, qui m'a beaucoup intéressé dans ce papier et dans ces travaux-là, qu'il faut quand même attendre 4 ans pour que l'enfant élabore la capacité de relier les événements personnels avec ceux du monde extérieur, et qu'aux alentours de 4 ans, nous disent les psychologues, il prend conscience du fait qu'il existe un monde extérieur qui a son histoire, mais l'enfant, jusque-là, reste d'une certaine façon égocentré. J'introduis le mot pour la première fois ce soir, non, ce matin. On croirait que c'est le soir, parce qu'il perçoit de son point de vue le fait qu'il a son monde et son histoire, et qu'il y en a un autre. Il n'a pas encore acquis vraiment la possibilité de changer de point de vue. Alors, on a fait des travaux récemment avec des psychologues de l'enfant pour montrer qu'il a cette possibilité, mais il ne l'utilise pas aussi bien que plus tard. Et puis, bien sûr, Piaget, par la fameuse expérience des 3 montagnes, que vous connaissez tous, avait dit qu'il fallait attendre 7-8 ans pour que l'enfant puisse imaginer les différents points de vue de façon différenciée, introduisant là une façon plus sophistiquée d'acquérir justement ces différentes stratégies cognitives pour l'appréhension avec le monde. Et donc moi, je suis particulièrement intéressé par ce créneau qui va de, disons, 5-6 ans jusqu'à l'adolescence. Et j'ai la chance, comme je suis un vieux prof à la retraite depuis presque 10 ans, de pouvoir travailler sur l'enfant maintenant, essentiellement avec des spécialistes sur ce créneau-là. Et je vais vous donner quelques exemples de travaux que nous essayons de faire autour de cette question. Alors, je voudrais aussi introduire l'idée, donc, illustrer un petit peu ce que j'entends aussi par référentiel.
Vous pouvez vous rappeler le chemin depuis la sortie du métro ou de l'autobus ou votre voiture jusqu'ici, par une stratégie cognitive égocentrée, qui est vos mouvements. Vous avez tourné à gauche, vous avez rencontré quelqu'un, mémoire épisodique, qui est votre corps en quelque sorte. Je vous dirai tout à l'heure que c'est ce que fait le cerveau gauche et ce que les femmes aiment bien faire. Comme il doit y avoir une majorité de femmes, ici, c'est toujours la partie un peu délicate de mon exposé parce que je risque d'être taxé de machisme, mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. Ou bien vous pourriez avoir une carte du quartier, ou même de cet endroit. Moi, je suis incapable de vous dire d'ailleurs où est l'entrée. C'est une stratégie allocentrée, c'est pour introduire cette terminologie topographique et qui permet éventuellement de faire son chemin de retourner là où on est venu par un autre chemin. Et puis, on peut aussi prendre comme référentiel autrui. Par exemple, dans mon exposé, je sais que monsieur le directeur général est là et qu'éventuellement, vers la fin de mon exposé, il va commencer à s'inquiéter pour savoir si je vais terminer à temps, etc. Donc, j'ai une partie de ma perception en ce moment de cet espace qui est en fait comme référence à vous, monsieur le directeur général. Et l'espace ici est organisé aussi. Autrement dit, notre cerveau utilise en permanence des référentiels multiples. Et je vais vous dire, et une immense littérature, depuis une quinzaine d'années, montre que ce sont des réseaux différents dans notre cerveau qui opèrent ces différents espaces et ces différents référentiels. Et que dans l'interaction avec autrui ou dans l'interaction avec le monde, ou pour comprendre le monde, eh bien, il faut manipuler les référentiels spatiaux. Voilà, j'explique ma terminologie. Alors, il y a une littérature scientifique considérable depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, par les psychologues, les gens des neurosciences, les psychiatres, avec très belle coopération, et je vais juste donner quelques illustrations. Alors, pour revenir à la question du développement, nous avons fait avec toute une série de spécialistes de l'enfant, notamment Jesse Bullens en Hollande, des travaux sur la navigation spatiale pour essayer de voir à quel âge les enfants sont effectivement capables de passer de cette perception égocentrée, c'est moi qui suis dans le monde est là, à une perception, une simulation, j'aime pas le mot représentation, mais vous me pardonnerez, allocentrée, cartographique, globale en quelque sorte, du monde. Et ça, c'est un petit travail qui est issu d'ailleurs d'un paradigme qui a été développé par Laure Rondireg, qui est une très grande spécialiste de neurosciences et qui travaille actuellement à Paris 6. Ici, elle était dans mon labo pendant un temps, mais elle avait été formée aux États-Unis et qui avait fait une tâche que je n'ai pas le temps de vous décrire, d'un labyrinthe spatial en réalité virtuelle qui permet d'étudier justement ces différentes stratégies cognitives, égocentrées, allocentrées. Parce que je vais en profiter pour vous montrer un certain nombre de paradigmes qui sont utilisés actuellement par notre communauté et qui permettent d'étudier ces questions et qui peuvent être d'ailleurs utilisés soit pour la rémédiation, soit pour le diagnostic, soit pour la recherche. Ce qui a été montré par exemple là, c'est que dans une tâche de navigation, même des enfants très jeunes peuvent adopter une stratégie allocentrique après 4 ans. Mais ils deviennent plus efficaces après 5 ans et surtout après 10 ans. C'est-à-dire que dans le grand débat du est-ce que c'est une séquence ou est-ce que toutes les capacités sont déjà prêtes mais elles se sophistiquent, là on est plutôt sur l'idée que les aptitudes, ces capacités d'avoir une multiplicité de stratégies cognitives sont présentes mais qu'elles s'élaborent de plus en plus au fur et à mesure bien sûr que s'élaborent les réseaux qui relient le cortex frontal avec les autres structures du cerveau. Pour changer de point de vue de référentiel spatial, il faut être capable d'inhiber le point de vue égocentré perceptif initial et construire une autre stratégie cognitive. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure déjà avec l'expérience faite par Olivier Houdet sur la logique. Et nous avons essayé avec l'équipe de Olivier Houdet, encore une fois, d'aller regarder dans un créneau qui va, vous voyez, de 5 ans, hein, c'est tout à fait en bas, de 5 ans jusqu'à l'adulte, donc l'adolescence, c'est quelque part par là. Nous avons pris une petite tâche de Piaget. Piaget le faisait avec des allumettes sur une table. Nous l'avons fait avec l'équipe d'Houdet en réalité virtuelle. C'est une tâche dans laquelle on demande au sujet qu'est-ce qui est plus long ? Est-ce que c'est ça, celui-là ou celui-là ?
Alors, vous savez qu'à l'origine, l'enfant dit c'est celui-là, puis au bout d'un moment, il finit par dire c'est ça. Et on lui a montré soit en perspective allocentrée, comme une carte, soit en perspective égocentrée, c'est-à-dire sur une route. Et puis on a montré effectivement dans ce très joli papier qui a été fait par toute l'équipe de OD que les erreurs faites dans la tâche allocentrée diminuent de façon dramatique dans ce créneau entre 5 ans et 12-13 ans, la préadolescence. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a progressivement cette acquisition de la capacité de changer de point de vue qui s'élabore et qui, en tout cas au moment de la préadolescence, avant que la tempête chimique de l'adolescence bouleverse tout, y compris le corps, etc., qui en même temps permettent d'acquérir cette capacité. Et donc, ça veut dire qu'il faut construire des paradigmes nouveaux si on s'intéresse à la relation avec autrui, qui est un peu notre sujet là. C'est-à-dire que si on veut s'intéresser à cette question, il va falloir construire des paradigmes dans lesquels il n'y aura pas simplement des objets, des espaces, ce que fait la communauté internationale et sur lesquels je n'ai pas le temps de vous donner le résultat, mais il va falloir travailler avec des paradigmes dans lesquels on va reprendre ces questions de référentiel, égocentré, allocentré, hétérocentré, c'est-à-dire centré sur autrui. Au moins ces trois-là. Parce qu'il y en a d'autres possibles, dans la multiplicité des points de vue. Et je signale en passant que nous avons avec mon ami Carlo Ossola, qui a la chaire d'histoire de la littérature italienne au Collège de France, et Brian Stock, un grand spécialiste de la philosophie du Moyen-Âge, fait il y a quelques années un colloque au Collège de France qui s'est appelé la pluralité interprétative, dans lequel on a rassemblé même un juge, des psychologues de l'enfant, etc., et qui est podcasté, qui est publié en podcast sur les éditions du Collège, dans lesquels on a rassemblé toute une série de gens très interdisciplinaires autour de ces questions. Alors, il y a des paradigmes, 100 personnes dans les mondes virtuels, qui nous permettent de regarder les structures du cerveau qui sont impliquées dans ces changements de référentiels spatiaux, puisque je vous ai proposé tout à l'heure l'idée que les différents espaces impliquent différentes parties du cerveau. Et effectivement, si on crée par exemple un palais virtuel, ça peut être par exemple même cette salle ici, et qu'on met 2 poubelles dans le palais, et qu'on montre dans l'IRM aux patients 3 objets qui sont dans la cour, mais juste une toute petite vue du palais, avec 3 objets, on lui pose des questions. Donc je vous la pose, vous êtes dans l'IRM, et je vous demande quelle est la poubelle qui est la plus proche de vous, là. C'est une tâche dans laquelle vous mettez votre corps en rapport avec la poubelle. Et vous allez dire la verte et la verte. Tâche égocentrée de perception de distance par rapport à votre corps. On peut aussi dire quelle est la plus proche de la balle, ça vous pouvez le faire sur l'image, pas de problème. On peut aussi dire quelle est la plus proche du mur le plus long du palais. Et comme on montre une petite image, ça demande au sujet de reconstruire la totalité, comme si je vous demandais est-ce que cet écran est parallèle à l'avenue des Champs-Élysées ? Qui dit oui ? D'accord ? Vous êtes obligé de faire un changement de référentiel et de replacer tout ça dans une cartographie. Et c'est ce que nous faisons en permanence. Et une partie de l'enseignement, une partie des déficits aussi d'ailleurs, sont liés à cette, et c'est ça la thèse, difficulté de changer. Alors on montre qu'effectivement, ce ne sont pas les mêmes structures du cerveau, les mêmes réseaux, qui sont impliqués dans une stratégie ou l'autre, avec toute une élaboration de ces questions. Et puis, on a pu aller faire cette tâche avec nos amis de Sainte-Anne, chez Marie-Odile Krebs, qui est professeure, et avec Isabelle Amado, qui est une psychiatre qui travaille sur ces questions, sur des patients schizophrènes, et en collaboration avec une équipe de Berlin. Et on a montré que chez les patients schizophrènes, eh bien, il a une difficulté c'est un petit groupe, hein, ce n'est pas 2000 personnes, de changer de point de vue. C'est-à-dire de faire cette deuxième tâche dans laquelle on change les référentiels. Donc il y a là un paradigme qui a quelque chose à voir avec cette fonction et qui pourrait avoir quelque chose à voir avec les difficultés de ces patients. Vous voyez que je parle avec prudence, je ne suis pas médecin,
c'est avec eux que je fais ce travail, dans la capacité d'aller interagir avec le monde, de se mettre à la place du monde, de comprendre le monde en changeant, en appliquant cette vicariance de point de vue. Et puis, on a bien sûr essayé d'introduire des personnages pour regarder les aspects sociaux. Il y a déjà assez longtemps, avec le professeur Michel Bollack, qui est épileptologue à la Salpêtrière, avec Séverine Sanson, Sophie Dupont, des neurologues et neuropsychologues, Simon Lambré, qui est devenu psychiatre, qui était un étudiant normalien à l'époque, Michel-Ange Amorim, psychologue, qui est devenu directeur d'un labo à Orsay. Eh bien, on a mis dans la maison de... dans la maison de... j'ai oublié l'architecte célèbre, marseillais. Bon. Hein? Bon. Le Corbusier, bien sûr. Merci. On a mis une poupée et on a demandé au sujet la tâche suivante. Vous voyez la poupée, là, en ce moment? Je ne crois pas que j'ai la diapo suivante. La poupée, non. Et dans la diapo suivante, on montrait au sujet la lampe du point de vue de la poupée. Et on obligeait le sujet à se mettre à la place de la poupée. C'est-à-dire, si je vous dis maintenant, attention, je vais vous montrer une image dans laquelle je vais me mettre à la place de la poupée ou pas, et je vais vous demander si je suis à la place de la poupée, je vous propose en ce moment de quitter votre chaise et d'aller vous mettre à la place de la poupée. C'est-à-dire de changer de référentiel et d'adopter le point de vue de la poupée. Et on a montré que des patients ayant des lésions de l'hippocampe avaient des difficultés à faire ce changement de point de vue. Et donc, ce sont des paradigmes, si vous voulez, qui ont été faits en IRM et qui permettent d'aller regarder dans le cerveau quelles sont les structures qui sont impliquées dans ces changements de point de vue. Et puis, je vous montre cette diapo qui est compliquée. Ce n'est pas à peine d'entrer dans le détail, mais c'est un travail que nous avons fait avec Neil Burgess à Londres, qui est un des plus grands spécialistes de ces questions en IRM, dans lesquels on a tout mélangé. C'est-à-dire qu'on a mis des objets sur une table, et vous savez que si on déplace un objet, on ferme les yeux, on demande au sujet de fermer les yeux, voilà, puis vous déplacez un objet, ensuite on demande au sujet quel est l'objet qui a été changé, on fait tourner le sujet autour de la table, enfin il y a toute une problématique sur les changements de point de vue d'objets qui sont dans l'espace de préhension. Et puis on peut faire la même chose avec des objets qui sont dans l'espace locomoteur, soit avec des avatars, dont on va vous parler encore tout à l'heure, je pense, soit avec des indices environnementaux. C'est-à-dire qu'on peut faire des expériences en IRM pour aller explorer ces changements de point de vue dans les différents espaces. Puisque nous savons aussi, et c'est là-dessus que je travaille en ce moment, d'après les neuropsychologues, que nous n'avons pas les mêmes réseaux dans le cerveau pour l'espace du corps, l'espace de préhension, l'espace locomoteur ou l'espace environnemental. Et que donc cette vicariance fonctionnelle dans la relation avec les espaces est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ce n'est pas étonnant s'il y a tellement de déficits, puisque chacun implique des réseaux différents. Ça va? Bon. Alors, tout ça, ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir à l'impact de ces questions-là sur la relation avec autrui. Et je voudrais maintenant vous parler un petit peu de l'empathie, puisque ça a été aussi mentionné tout à l'heure, et qu'on va retrouver ça aussi dans les questions des mondes virtuels. Évidemment, dans la relation avec autrui, il s'agit aussi pas seulement du cerveau cognitif, dont j'ai parlé jusqu'à présent, mais du cerveau des émotions. Et vous savez qu'en plus du traitement global dans le cortex frontal et dorsal, il y a tout ce travail sur les détails, sur l'analyse du monde dans ces détails qui est fait dans le cortex temporal, etc., les visas. Mais il y a aussi tout ce système limbique qui va des systèmes sensoriels vers l'amygdale, qui est la structure qui attribue une valeur. Très rapidement, quand vous m'avez vu apparaître sur le podium, là, vous avez dit le type, il a l'air sympa ou pas. Ça s'est fait en 100 millisecondes. Et puis éventuellement, grâce au cortex orbitofrontal, vous pouvez changer d'opinion maintenant, mais cette évaluation par le système limbique de la valeur du monde est, comme l'a très bien montré Damasio,
fondamentale pour aller ensuite se combiner au niveau du cortex préfrontal avec l'évaluation cognitive. Bien. Alors, je fais ce petit résumé parce que je ne vais pas vous parler des émotions, mais simplement pour vous dire que je sais que ça existe. Oui, parce qu'on m'a déjà donné presque 1 heure ou 50 minutes, mais pas 3 heures. Voilà. Merci quand même. Alors, le problème, c'est que pour se mettre à la place d'autrui, il faut au moins 2 choses. Il faut constituer un corps propre et assurer la cohérence du soi. Parce que je ne pourrais pas être en interaction avec vous et essayer de comprendre ce que vous pensez de mon exposé si je n'avais pas un minimum de cohérence, de compréhension de soi. Et puis deuxièmement, être capable de manipuler les points de vue et les référentiels spatiaux. Autrement dit, pour être capable d'être vicariant, il faut quand même exister. Il faut avoir une identité, il faut avoir fait cette chose si difficile pour beaucoup des handicapés ou des patients que vous avez à suivre, à accompagner, qui est de constituer un soi qui soit sensoriel, qui soit individuel. Et je travaille beaucoup avec les psychiatres sur ces questions en ce moment. Alors le problème de la cohérence de l'unité du corps propre, qui est très important effectivement, est un sujet de recherche en neurosciences cognitives, aujourd'hui un grand domaine. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, nous savons que certaines aires du cerveau sont cruciales pour la construction de l'unité du corps propre et des relations avec l'espace. Et des dysfonctionnements de ces aires peuvent introduire un trouble de la capacité de changer de point de vue et donc d'empathie. Voilà ce que je vais essayer d'illustrer dans les quelques minutes qui restent. Alors d'abord, oui, nous commençons à savoir où il y a une partie cruciale de notre cerveau. Ce n'est pas la seule, on ne fait pas de la phrénologie, Gall, ce n'est pas là que tout se fait, mais il y a une aire cruciale pour la construction de ce que les neurologues et les neuropsychologues ont appelé depuis longtemps le schéma corporel, le double. Vous savez que la littérature est pleine du double depuis Gilgamesh, Dostoïevski. Nous sommes 2. Même les alpinistes, quand ils arrivent à 100 mètres de l'Everest, ils se voient en train d'aller alors qu'en fait, ils ne bougent plus. Un peu d'anorexie, pas d'anorexie, mais un peu d'anoxie ou même une forte fièvre, on se dédouble. Eh bien, ça se passe dans le cortex temporopariétal, à la jonction temporopariétale ici. Et ça avait été vu par le grand neurologue canadien Wilder Penfield, qui avait dit que dans cette partie du cerveau, il y a body awareness and spatial relationships. Alors les Anglais ont 2 mots, awareness et consciousness. Nous, on est tellement cartésiens qu'on n'a pas awareness. On n'a que la conscience. D'ailleurs, on dit la conscience au singulier. Pour moi, c'est une absurdité. Mais on devrait dire les consciences, comme on dit les mémoires. Les Anglais disent awareness, qui n'est pas consciousness. Awareness of body scheme and spatial relationship, a dit Wilder Penfield. Et effectivement, c'est là, dans cette zone qui en même temps est l'aire corticale de projection du système vestibulaire. On ne peut pas entendre un exposé de moi sans entendre parler du système vestibulaire parce que tout le monde continue à parler des 5 sens, alors que nous avons dans l'oreille interne les capteurs vestibulaires qui sont pas seulement pour le réflexe vestibulo-oculaire ou l'équilibre, mais c'est le référentiel spatial fondamental, y compris pour la construction du soi. Et il se projette dans cette aire où est construit le schéma corporel. Et il y a les dissociations du soi, les phénomènes comme l'autoscopie, l'éotoscopie et les sorties du corps, bien connus dans la littérature, sont en partie dus à des lésions de toute cette aire et de toute la région ici, du sillon temporal supérieur. Et moi, j'ai été très intéressé par les travaux de Monica Zilbovicius, qui, il y a quelques années, avait montré en IRM à Orsay une hypoactivité de cette zone chez les enfants autistes. Et il y a donc ces travaux absolument remarquables qu'il faut lire de l'équipe d'Olaf Blanke à Lausanne, qui a montré que c'est bien dans cette zone-là qu'est construit ce schéma corporel, puisque toutes les lésions et les stimulations dans cette zone, comme nous l'avions fait nous avec l'équipe de mes amis neurologues à Grenoble, le professeur Kahané qui travaille sur les patients épileptiques avec des électrodes profondes qui permettent de stimuler, elles sont là pour identifier les foyers épileptogènes, n'est-ce pas ?
mais on a recueilli en même temps toutes les informations. C'est bien là que se situent des aires cruciales pour la construction de ce schéma corporel et des relations avec l'espace. Donc on commence à progresser pour donner des bases neurales finalement à cette chose-là et à ce double de nous-mêmes que nous avons et qui est ce qui est utilisé dans le rêve. Je ne sais pas si vous rêvez, moi je fais des cauchemars toutes les nuits, c'est pour ça que je suis toujours ravi. Dans ma famille, on m'appelle le ravi de la famille, vous savez, comme dans les crèches provençales. Tous les cauchemars et les rêves, c'est réel. Or, nous sommes complètement déconnectés du monde. Tout se fait dans une simulation mentale dans les boucles thalamocorticales et dans notre cerveau, en utilisant ces modèles internes que nous avons de notre corps et du monde, qui sont élaborés par l'enfant, pour le rêve et les cauchemars. Et c'est pour ça aussi que c'est ça qu'il faut rééduquer dans un certain nombre de cas et pas les muscles et le corps. Donc c'est ça l'impact, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Alors il y a une autre littérature actuellement remarquable, c'est que ce double de nous-mêmes, eh bien, il est implémenté, il peut être implémenté expérimentalement. Alors, à l'origine, c'était l'expérience dite de la main de caoutchouc. La main de caoutchouc, c'est on met la main du sujet derrière un écran, on cache la main, voilà, elle est cachée, et on met une main de caoutchouc artificielle devant lui. Donc, il a son bras, on met une caoutchouc, et l'expérimentateur touche en même temps la main de caoutchouc et la main artificielle, la main de caoutchouc, et la main cachée, et au bout de très peu de temps, le sujet, à condition que ça soit synchrone, a l'impression que la main de caoutchouc est sa propre main. La même expérience a été faite à Lausanne avec une caméra Kinect qui prend une image du corps de ce sujet, qui voit dans un casque de réalité virtuelle son corps en face de lui, donc je suis là, et je vois Berthoz devant moi dans mon casque de réalité virtuelle, et quand on me touche avec une baguette, j'ai l'impression au bout de très peu de temps que je suis touché là dans mon corps virtuel. Donc le dédoublement, c'est quelque chose d'extrêmement important et on en reparlera tout à l'heure. Et si vous allez à la Cité des Sciences, vous verrez une manip qu'on a montée avec Étienne Armand-Amato et Étienne Pérenny, où on se voit en train de voler dans des espaces virtuels. Donc il s'agit bien de quelque chose d'extrêmement important et avec des conséquences multiples, mais je n'ai pas le temps d'aller plus loin dans mon exposé. Ceci dit, je suis très heureux qu'il y ait un exposé tout à l'heure sur les jeux vidéo parce que nous avons un grand souci, effectivement, actuellement, du fait que ces mécanismes sont vraisemblablement impliqués dans le fait que dans des jeux vidéo, on se projette complètement dans les avatars. Claire Sistac, qui est une professionnelle du jeu, qui s'immerge dans les mondes virtuels, m'a autorisé à dire, et on a fait un projet ensemble d'ailleurs, que dans un jeu vidéo où elle avait fait ce personnage qui a tout perdu, elle avait fait une dépression. Et quand elle a fait celui-là qui a tout gagné, elle était sortie. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que maintenant, encore, ou un moment après, quand elle voyait simplement l'image de celui-là, elle se sentait un peu triste. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas seulement projection dans le personnage, embodiment, incarnation, mais il y a aussi quelque chose en retour sur le soi. Donc tout ça, c'est des sujets intéressants sur lesquels il y a des recherches, on en fait beaucoup. Moi, je travaille actuellement avec l'équipe de François Garnier à l'École des arts décoratifs sur des mondes virtuels, sur la coaction dans des mondes virtuels. Et donc c'est un grand enjeu dont on entendra parler tout à l'heure. Et l'Académie des sciences, l'Académie de technologie et l'Académie de médecine ont actuellement un groupe de travail qui se réunit et qui va sortir un rapport bientôt, en relation d'ailleurs avec d'autres groupe du ministère sur ces questions. Et je vais terminer, ou pas vraiment terminer, maintenant j'ai deux choses à dire. Ça va au point de vue temps, là? Un petit quart d'heure? C'est bon? Monsieur le directeur général, madame? Un petit quart d'heure max. La différence entre sympathie et empathie dans la relation avec autrui. On parle beaucoup d'empathie aujourd'hui, on peut acheter une machine à laver empathique, une voiture empathique, l'autisme c'est l'empathie, la schizophrénie c'est l'empathie. Je dis que c'est une imposture scientifique. Alors j'ai fait une déclaration d'humilité au début de mon exposé. Donc je suis sérieux. En effet, les philosophes allemands avaient dit il y a longtemps qu'il y a une différence entre la sympathie et l'empathie. La sympathie, processus spatial et temporel par lequel nous ressentons la même chose qu'autrui au même moment, sentir avec. Mais on reste à sa place.
L'empathie, c'est Mitfühlung. L'empathie, Einfühlung, processus spatial et temporel par lequel nous nous projetons mentalement dans le corps d'autrui. Et on éprouve les choses de son point de vue, dans son corps, dans son cerveau. Donc, il y a un défi là. La sympathie, c'est ce qui est le système des neurones miroirs, de réseau lactique, et la sympathie, pour moi, ce n'est pas l'empathie. C'est pour ça que je suis en désaccord avec tous ceux qui essayent de dire que le système miroir, c'est l'empathie. C'est la relation entre la maman et le bébé. Si la maman fait le bébé fait si la maman sourit, le bébé sourit. Si je baille, la moitié d'entre vous baille, enfin ceux qui ne baillent pas déjà. C'est la sympathie. C'est l'activation de l'amygdale par le contact, par le regard. Car dès qu'on établit le contact avec le regard de quelqu'un, on active tout le système des émotions. Ça reste de la sympathie, sympathus. L'empathie, eh bien, avec Gérard Jorland, historien des sciences et philosophe, qui malheureusement est décédé très récemment et avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, qui m'avait encouragé à travailler là-dessus, nous avons relu les textes. On a fait même au Collège de France un petit colloque qui s'appelle l'empathie, avec une série de spécialistes, Jean de Sétine, Nathalie Depraz, Anne-Catherine Bachot-Lévy, etc. On en a conclu qu'on ne savait rien sur l'empathie. C'est rigolo parce que ce livre est cité comme un livre de référence sur l'empathie, alors que la conclusion, c'est qu'au fond, on ne savait pas grand-chose. Mais j'ai proposé avec Gérard et Bérengère Thiriou, philosophe, une théorie spatiale de l'empathie, dans laquelle nous mettons le changement de point de vue comme quelque chose de majeur. Et je vais vous faire la manip. Je l'ai fait faire à 25 000 personnes, même des ministres. Vous mettez tous vos bras comme ça. Vous ne tuez pas votre voisin. Et vous allez faire comme moi le plus vite possible. Alors attention. Il faudrait prendre une image. Quand même. Attention. 1, 2, 3. Eh ben non. Voilà, 25 200. C'est le papier scientifique qui a le plus grand nombre de sujets sur toute la littérature mondiale. Vous êtes resté à votre place, vous n'avez pas changé de point de vue. Vous avez fait de la sympathie, c'est bien, le système miroir, c'est réel, c'est aussi impliqué. Voilà. Donc avec Bérengère Thiriou, qui est partie à Lausanne d'ailleurs après, et avec des gens du monde virtuel, Marie-Hélène Tramus, Michel Brett à Paris 8, parce que je travaille beaucoup avec les artistes, vous avez compris, sur ces paradigmes, on a fait les jets de ces questions, et on a montré que lorsque vous avez dit « Ah !», c'est-à-dire au bout d'environ 600 millisecondes, vous avez changé de système dans votre cerveau. Et au lieu de faire ça, ce que vous avez pour 95% d'entre vous fait, et là je vais prendre un risque, je vais dire d'autant plus qu'il y a une majorité de femmes, vous avez fait ça. Et ce n'est pas les mêmes réseaux, et ça correspond, c'est ça qui est intéressant, à la différence entre otoscopie, le double sans changer de perspective, et otoscopie pour ceux qui sont neuropsychologues ici. Donc c'est extrêmement intéressant, et il y a un champ sur lequel on travaille beaucoup, et nous avons maintenant une remarquable coopération avec David Cohen, qui a la pédopsychiatrie à la Salpêtrière, Jean Xavier, qui maintenant est professeur à Poitiers depuis quelques mois, pédopsychiatre, avec François Villa, psychanalyste, dont je co-dirige la thèse avec Soisig Gauthier, ne serait-ce que pour montrer que mes rapports avec les psychanalystes, qui ne sont pas simples, n'empêchent pas une coopération féconde. Surtout quand on trouve une étudiante comme Soisig qui a accepté de faire toute la littérature de neurosciences et la littérature de psychanalyse, et qui va soutenir une thèse là-dessus, en jonction. Grégoire Borst et Olivier Houdet, psychologue, et Mohamed Zaoui, qui est l'ingénieur qui travaille avec moi et qui fait les paradigmes. Et on a fait un enfant funambule et on a travaillé ensemble parce que l'idée, le défi pour nous maintenant, c'est de trouver des paradigmes nouveaux pour étudier ces questions. C'est long, c'est difficile, il faut travailler, il faut construire les paradigmes, il faut ensuite travailler sur les enfants normaux, et c'est ce que je fais à Pise, avec le plus grand hôpital pour enfants en Italie,
à Limoges, à Brest, etc. et à Paris. Et donc, on a fait ce paradigme sur l'enfant. C'est publié. Vous pouvez voir les papiers qui sont là-dessus, sur des groupes d'enfants autistes ayant des troubles visio-spatiaux. Je mentionne simplement, on a mesuré les comportements. Ce n'est pas de l'EEG ni l'IRM. On corrèle les relations comme j'aurais pu le faire avec vous tout à l'heure. Nous avons aussi d'autres paradigmes, comme par exemple, pour regarder la capacité de changer de référentiels spatiaux, des paradigmes qui sont implantés maintenant à Pise, à Limoges, même dans un cabinet de RL à Paris, et qu'on est en train d'implanter chez David Cohen, qui sont issus d'ailleurs d'idées de mes amis, les neuropsychologues de Rome. C'est ce qu'on appelle le tapis magique à l'origine. C'est une version de marche d'un test classique de neuropsycho qui était le Corsi de table, que les neuropsychologues ici connaissent bien. Vous savez, le médecin, avec le doigt, fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et le patient doit reproduire. Donc c'était un test de mémoire spatiale. Et mes amis italiens, on en fait un test de marche où on peut soit marcher en séquence vers différentes dalles, soit on peut les allumer avec l'ordinateur. Maintenant, on a une version très sophistiquée qui est implantée dans plusieurs hôpitaux d'ailleurs. Et on peut demander ensuite au sujet de reproduire. Et c'est intéressant parce que ça peut être comparé aussi à ce qui se passe dans l'espace manuel. Et on peut étudier avec ça non seulement la mémoire des trajets, mais on peut changer de point de vue en allumant les dalles dans un certain ordre et ensuite en demandant à l'adolescent ou l'adulte ou l'enfant ou le patient d'aller faire la même chose d'un autre point de vue. Enfin, c'est une tâche dans laquelle on travaille dans le vrai monde et pas simplement sur des papiers ou en réalité virtuelle. Et c'est ce que moi je cherche en ce moment, c'est des tâches qui ne sont pas seulement faites en réalité virtuelle ou en papier, mais aussi dans des tâches qui peuvent être faites dans des ambiances cliniques ou à l'école même, puisque cette manip à Pise a été validée sur 80 enfants dans des écoles. Et puis le dernier paradigme que je vais montrer, puisqu'il est 11h39, il me reste 6 minutes. Ça va ? C'est Alter Ego. C'est un miroir double. J'étais à Weimar et un artiste est venu me voir, Maurice Verman, il m'a dit peut-être j'ai une installation d'artiste qui pourrait vous intéresser. Alors c'est un miroir double. On prend 2 personnes, vous et moi, par exemple, monsieur qui est là, voilà, vous êtes là. Il y a le miroir double entre nous. Je peux me voir, et vous vous voyez, hein, bien. Ou bien je peux vous voir, et vous me voyez. Ou bien par un jeu de lumière, je peux peu à peu voir un petit peu de Berthoz là, et puis tout d'un coup, au bout d'un moment, je vois Berthoz assis à votre place. Pardonnez-moi. C'est-à-dire que c'est un jeu sur l'identité, la capacité de sortir de mon corps pour identifier que mon corps est là ou pas. Est-ce que c'est l'image de moi ? Et ce paradigme, moi j'ai trouvé ça formidable. On l'a installé au labo, on a fait un papier avec Bérangère Thiriou sur les changements référentiels. Il a passionné Sylvie Torgman, que vous connaissez peut-être, qui est pédopsychiatre à Rennes et qui a passé dessus des enfants et des adultes et des adolescents schizophrènes. Et on a la fierté qu'elle et son équipe, grâce à un énorme travail de beaucoup de monde, on a maintenant un papier Nature Schizophrénia, dans lequel on montre que les patients schizophrènes ont, comme vous le voyez ici, une tendance à rester centrés sur eux-mêmes, etc. Donc c'est un paradigme intéressant. Et à Brest, c'est utilisé actuellement par l'équipe de Michel Bodbol avec Nathalie Colo-Leven sur l'autisme, aussi à Pise, à Sienne, et sur la reconnaissance du soi dans l'anorexie mentale prépubère, sur lesquels il y a une thèse qui est en cours. Et on va y travailler aussi peut-être avec David Cohen sur d'autres aspects. Un résultat préliminaire, c'est que le sujet anorexique reconnaît plus tardivement sa propre image, etc. Donc c'est un sujet extrêmement difficile sur lequel il va falloir des coopérations
pas seulement des conférences introductives ou des conférences comme la mienne, mais ce qui est vraiment passionnant aujourd'hui, c'est quand on arrive à travailler avec des communautés comme les vôtres. Je dis on parce que moi je suis censé être un vieux prof à la retraite, mais enfin, vous avez vu que je reste encore un petit peu actif, mais c'est d'impliquer des jeunes dans la communauté des neurosciences cognitives qui est très nombreuse pour travailler avec des praticiens, des gens comme vous, qui avaient cette immense richesse de savoir et de compréhension de ce qui se passe chez l'adolescent. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. On a le temps de prendre une ou deux questions si vous le souhaitez. Oui. Alors moi j'en ai une à poser. Vous avez tenu des propos quasiment sexistes ou machistes pendant votre intervention et vous avez effectivement vous avez dit que vous les justifierez ou démontrerez. Mais donc je vous laisse peut-être un ou deux petits mots sur le sujet que vous avez évoqué, sur le fait que effectivement les femmes, si j'ai bien compris, ont une perception spatiale. Bien. Les hommes et les femmes. Bon, alors j'ai enlevé les diapos. Si c'est trop long après, peut-être pas. Alors d'abord, vous savez que nous avons deux cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est le cerveau du langage, mais c'est aussi le cerveau de la séquence et du détail. C'est-à-dire que pour vous rappeler, c'est aussi le cerveau de la mémoire des trajets égocentrés. Si vous essayez de vous rappeler le chemin depuis l'entrée d'amphi jusqu'ici, les séquences topokinesthésiques, c'est le cerveau gauche. Nous l'avons montré avec d'abord des manips faites à la salpêtrière chez Michel Bollack et aussi en IRM fonctionnel. Le cerveau droit, c'est plutôt le cerveau global de la cartographie, de la pensée magique, disent mes amis neurologues et neuropsychologues, par exemple, danser pour qu'il pleuve, des associations libres. Et évidemment, ces deux modes de simulation mentale du monde dialoguent entre eux. Ce n'est pas étonnant, peut-être, que là, c'est la spéculation, mais ça, c'est donc une chose que nous, on a montré. Ce n'est pas étonnant que le cerveau gauche soit impliqué plutôt dans les aspects séquentiels de l'action et de la perception, puisque c'est en même temps le langage qui lui-même est descriptif et séquentiel. Donc là, il y a un grand sujet, et l'idée, c'est qu'il y a peut-être là, sur les différences entre les hommes et les femmes, aussi une différence de stratégie, avec une préférence, etc., à discuter. La question de la différence entre les hommes et les femmes dans toutes les tâches spatiales est une question scientifique importante et aussi clinique, puisque vous savez qu'anorexie mentale, c'est les filles, vous savez qu'en l'autisme, etc. Donc, c'est les garçons. Il y a une très grande... Le mal des transports aussi. Donc, dans toutes les choses qui concernent l'espace et les relations avec autrui, dans la mesure où j'ai été clair et que ça implique des aspects spatiaux, la littérature dit qu'il y a une grande différence. Il y a deux livres fondamentaux sur Sex and Cognition de Doreen Kimura et Brain Gender de Melissa Haynes, qui sont deux livres de base qui résument la littérature montrant que dans toutes les tâches spatiales, il y a une différence extrêmement importante. Et après tout, pourquoi voudriez-vous que nous ayons, comme une de mes collègues à Pasteur le voudrait, le même cerveau ? Moi, je suis ravi de ne pas avoir le même cerveau que mon épouse, parce qu'elle apporte dans ma vie quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça va ? Moi, quand j'avais une tante, quand je disais des choses comme ça, elle faisait... Bien. Donc, c'est un grand sujet sur lequel il y a une littérature scientifique et nous avons travaillé et nous avons des publications scientifiques qui montrent que dans ces manipulations de point de vue, de tâches spatiales, il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. J'ai même un de mes étudiants, Simon Lambré, qui est devenu donc psychiatre, a fait même une manip dans un supermarché pour aller étudier. C'est une très très grosse expérimentation pour essayer d'aller dans un milieu plus écologique, regarder si vraiment les femmes utilisaient plus particulièrement les repères. L'idée, c'est que les femmes préfèrent des stratégies égocentrées, séquentielles, liées à une description verbale, les repères, plutôt que les stratégies allocentriques. Mais le problème, c'est qu'il y a une interface. Il n'y a pas de dichotomie.
parce que ça dépend, nature et nurture, l'épigénétique, la formation, l'éducation. Donc tout ça, c'est un vrai sujet intéressant. C'est la vicariance. Chacun d'entre nous est différent. Donc à la fois, il y a des différences qu'il faut reconnaître et en même temps, tout l'entraînement, l'éducation. Voilà. Mais c'est fondamental. C'est un des débats passionnants que j'ai actuellement en Italie avec toutes ces universités avec qui on travaille sur la vicariance. Parce que par exemple, moi je pense que les maths et la géométrie qu'on enseigne, c'est des maths qui sont enseignées pour les mecs. Et que le problème, c'est pas que les femmes sont moins bonnes en maths, mais c'est qu'éventuellement, par exemple, puisqu'on parle de l'adolescence, j'ai un ami qui est un très grand psychologue américain qui m'a dit qu'il y avait eu à Boston une étude sur 2500 enfants à l'école sur l'apprentissage de la géométrie. Et ils ont montré que c'était égal jusqu'à la puberté et qu'à la puberté, divergence. Mais ça n'a pas été publié parce que s'il avait publié immédiatement, ça aurait fait la grande guerre entre les garçons et les filles, alors qu'en fait, il y avait des overlaps avec des filles, etc. Donc c'est un grand sujet. Ça va ? Oui, je suis bavard. Enfin, ça va. Je pense qu'il y a débat sur effectivement l'implication entre nature, cerveau, etc. et l'environnement qui crée, ou est-ce que c'est purement naturel. Et, enfin, vous avez une vision du débat et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres et que c'est un débat, comme vous l'avez dit. Et je crois qu'il y a, enfin c'est plus qu'un débat même. Je crois qu'il y a une dernière intervention et puis on va passer. Oui, je voulais juste vous poser une question quand vous parliez de la capacité à changer de point de vue, pour avoir travaillé avec des enfants qu'on qualifie de doués, qui ont des QI supérieurs à la norme, on voit à quel point ils utilisent des stratégies qui désarçonnent souvent leurs parents et les enseignants, puisqu'ils ont des stratégies notamment de calcul et où on voit bien, ça m'a fait penser à ce que vous énonciez. Et l'autre chose, ça m'a fait penser à une phrase de Nietzsche qui dit que c'est pas le doute qui rend fou, mais la certitude. Et c'est un peu, j'ai eu l'impression que c'est ce que vous nous... Non, mais je vais terminer par une phrase immodeste. Le problème que j'ai, c'est que depuis que j'ai fait... C'est pas de ma faute, hein, mais depuis que j'ai fait les 4 bouquins, La science du mouvement, la décision, la simplexité, la vicariance, je suis invité dans tous les milieux, que ce soit les grands patrons d'entreprise, les artistes, les psychologues, tous les modèles sont à revoir.